Merci et bienvenue à ce nouveau numéro d'Hebdo Santé sur Medi 1 qui s'intéresse à l'albinisme, maladie génétique mais également héréditaire. Des experts avec nous sur ce plateau pour nous expliquer tout ceci, mais également nous parler des causes, des symptômes, mais aussi de la prise en charge de cette maladie encore mal comprise dans nos sociétés africaines. Professeur Kanga Kwame, vous êtes maître de conférences agrégé, dermato-chirurgien et directeur du projet Albi Ivoire. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Alors c'est un immense plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Également avec nous sur ce plateau, monsieur Koulibaly Mamidou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président fondateur de l'ONG BEDACI qui signifie Bien-être des albinos en Côte d'Ivoire. C'est bien cela? Merci, oui. D'accord. Merci donc à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission sur l'albinisme. Nous allons commencer par la situation de l'albinisme sur le continent, mais particulièrement en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a des chiffres pour montrer l'ampleur de cette maladie? Merci pour l'invitation d'abord. Effectivement, quand il s'agit d'albinisme, les chiffres ne sont pas les mêmes dans les pays africains par rapport aux pays européens. En Afrique, on a beaucoup de cas et il n'y a pas de base de données qui nous permettent de donner les éléments épidémiologiques comme ça. Mais en 2014, en Côte d'Ivoire, il y a eu un recensement général de la population qui a permis de recenser 6235 albinos. 6235 albinos. Ça, c'était en 2014. C'était en 2014. D'accord. Et depuis lors, il n'y a pas encore eu de recensement. Le recensement qui a eu lieu cette année n'a pas encore donné les résultats. Et donc, on ne sait pas. Mais ce qu'on peut dire, c'est que avec le déplacement de population et avec les nouvelles naissances et autres, on peut facilement atteindre 10 000 à 12 000 personnes atteintes d'albinisme. Alors ce nombre par rapport aux autres pays et comme vous l'avez dit, aux autres continents, est-ce que c'est vraiment considérable? Oui, c'est considérable parce que 6 000, 10 000, c'est considérable. Parce que ce sont des personnes, même si elles sont minoritaires, mais ce sont des personnes qui doivent avoir leur santé et participer à l'effort de développement de nos régions. Donc, 6 000 personnes, si ces 6 000 personnes n'ont pas l'aptitude de travailler, de vaquer à leurs occupations correctement, c'est déjà une préoccupation. C'est une préoccupation, donc il faut faire quelque chose. D'accord. Alors, vous l'avez dit, sur le continent, cette maladie est beaucoup plus fréquente que sur le continent en Europe. Oui. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, chez nous en Côte d'Ivoire, que je connais mieux, c'est lié au mariage consanguin. D'accord. C'est lié au mariage consanguin parce que dans nos régions, dans nos villages, on a l'habitude de donner sa cousine en mariage à son cousin. Et donc, comme c'est une maladie génétique, le cousin va apporter son gène, la cousine va apporter son gène, et lorsque les deux gènes vont se croiser pour donner un enfant, le cousin et la cousine qui sont noirs comme vous et moi vont donner naissance à un enfant qui est blanc. Et souvent on est surpris de voir que sur 5 accouchements, il n'y a pas eu de problème. Et puis, par exemple, le 5e, il y a un albinos qui naît. Et donc, c'est ce facteur de mariage consanguin qui fait qu'on a beaucoup de cas. Et c'est valable pour toutes les maladies génétiques. Quand vous dites consanguin, c'est... dans la même famille. Dans la même famille. Dans la même famille. Voilà, d'accord. Le mariage qui se passe dans la même famille. Dans la même famille, entre un frère et une sœur. Voilà. Et vous avez votre frère
et votre soeur qui font des enfants, et puis les 2 enfants vont se marier. D'accord. Et c'est vraiment très courant. D'accord. Ça, c'est déjà donc l'une des causes. Oui. L'une des causes, L'une des causes. les mariages consanguins. Mariage consanguin. Alors, le professeur a donné donc quelques chiffres tout à l'heure, M. Koulibaly. C'est ça. Mais vous, à partir de quel moment vous vous êtes dit qu'il fallait mettre une organisation en place pour le bien-être des albinos? Oui, c'est depuis 2003. Parce que nous avons constaté, et je crois qu'avec le professeur Kanga, nous avons constaté les cas de cancer de la peau. Les cas de... Les cas de cancer de la peau. Les cancers de la peau. Les cancers de la peau. Parce que nous avons constaté le décès vraiment excessif des personnes atteintes d'albinisme dû au problème de cancer. D'accord. Donc nous nous sommes dit, études dans la discrimination. Et les régions, je me suis dit qu'il fallait créer une organisation afin de défendre la cause des personnes, de lutter contre des différents cas, non seulement de santé et de violation à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme. Parce qu'il y avait des assassinats, des rituels, les tentatives d'enlèvement, les enlèvements. Même avant la crise post-électorale, nous avons démontré près de 25 cas de tentatives d'enlèvement et d'assassinats rituels en Côte d'Ivoire. Donc cela, nous nous sommes dit que non, il est vraiment important de créer une association et de prendre notre destin en main. Et grâce à Bédassi, vous avez quand même pu inverser la tendance un peu. Oui. On arrive de plus en plus à protéger ces personnes-là. Oui. Ça c'est important parce que je pense que c'est grâce à Bédassi que la journée internationale de sensibilisation, parce que nous avons jeté les flèches un peu partout et nous sommes même allés à Genève pour aller faire des plaidoyers afin qu'une journée, et d'abord il y a eu la nomination d'une experte indépendante sur les droits des personnes atteintes d'albinisme au niveau des Nations Unies, et aussi il y a eu l'instauration de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. D'accord. Voilà. Donc ça nous a permis vraiment et avec la réalisation d'un certain nombre de films de sensibilisation avec les différents médias et qui nous ont permis de vraiment de pincer un peu de donner de la voix. De la voix à cette lutte-là. D'accord. En tout cas, vraiment, félicitations. Merci. Donc, cette journée internationale est à mettre également à votre actif. Voilà, alors, on parle donc d'albinisme, mais il s'agit de quoi exactement? Bon, l'albinisme, je ne vais pas rentrer dans les termes scientifiques. C'est simplement une personne qui naît et qui a un défaut génétique, la production de la mélanine. C'est quoi la mélanine? La mélanine, c'est une substance, c'est cette substance qui se trouve dans la peau, qui colore la peau en noir. Vous voyez, il est noir comme moi, mais vous voyez le président Koulibaly Mamindou, il est blanc. Simplement parce que cette mélanine n'est pas contenue dans sa peau, n'est pas fabriquée suffisamment ou il pas n'existe même pas. Voilà. Et donc, sur le plan clinique, sur le plan visuel, on va voir tout de suite. On n'a pas besoin de poser un diagnostic compliqué. Quand tu vois un albinos, tu sais qu'il est noir, mais il a la peau blanche. Les cheveux sont blancs, les sourcils, tout est blanc. Les yeux, au lieu que ce soit noir comme nous, c'est blanc. Et donc, tout ça, on sait que c'est un albinos. Donc, c'est cette substance qui manque dans la peau de l'albinos qui fait que on dit telle personne est albinos. Est-ce qu'il y a plusieurs types d'albinisme? Oui, il y a plusieurs types d'albinisme. Albinisme oculocutané, premier degré, deuxième degré, troisième degré, mais c'est assez complexe. Déjà à notre niveau sur le plan scientifique. Ce que le commun des mortels doit comprendre, c'est que quand vous voyez les albinos, ils sont là entre eux, vous verrez que il y a certains qui sont un peu plus foncés que les autres. Ils résistent mieux aux effets
du soleil. Il y a certains même qui sont carrément bruns. Et donc, ce sont ces différences-là qui sont là. Mais l'essentiel, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certains qui produisent un peu de mélanine, d'autres qui en produisent un peu moins. C'est comme quand on dit telle personne est noire, mais il y en a qui sont clairs, mais d'autres sont un peu plus foncés. D'accord. Alors, Président Coulibaly, en parlant tout à l'heure, Oui. a parlé de, comme on dit ça déjà, de cancer de la peau, qui revenait donc de façon récurrente, fréquente, et c'est ce qui les a amenés donc à créer l'ONG. Alors cela m'amène à vous demander quels sont les problèmes de santé auxquels les personnes atteintes d'albinisme font face. Ça, je suis dans mon domaine maintenant. Bien sûr. Comme il le dit lui aussi, il a vu les problèmes de santé de ses confrères ou bien les problèmes de discrimination. Nous, en tant que médecins et dermatologues surtout, dans notre formation, on a vu des albinos arriver dans le service avec de grosses tumeurs cutanées. Et quand vous voyez ces tumeurs, c'est au niveau des zones découvertes, c'est-à-dire à la tête et en général sur les bras. Et un enfant de 15 ans qui arrive avec une tumeur à la lèvre, à l'oreille ou bien à la paupière qui l'emporte. Et c'est comme ça que... Donc effectivement, il y a deux types de cancers qu'on peut rencontrer de façon spécifique chez l'albinos. D'accord. C'est le carcinome épidermoïde. C'est un cancer qui est très, très, très agressif. Au niveau de la peau. Au niveau de la peau. D'accord. Le carcinome épidermoïde cutané, qui est très agressif et qui va se métastaser, c'est diffusé dans l'organisme par les ganglions. Donc quand vous voyez déjà un albinos avec une tumeur ou bien une lésion ulcérée avec soit des ganglions dans le cou, une tuméfaction, ça veut dire que le cancer est en train de diffuser. D'accord. Et c'est vraiment difficile, mais c'est comme ça que les gens arrivent à la mort. D'accord. Deuxième cancer, c'est le carcinome basocellulaire. Tout ça, ce sont des carcinomes. Mais lui, sa malignité est locale. C'est-à-dire, il est localisé là, il va très rarement diffuser dans l'eau. Donc, ce sont ces deux cancers-là qui sont les problèmes réels de santé de la peau chez l'albinos. À côté du problème de santé de la peau, il y a les problèmes de santé oculaire. Parce que, vous voyez, les albinos, ils voient très mal. Ils peuvent ne pas porter des lunettes, mais quand ils sont là, surtout pour les enfants, ils ne peuvent pas lire au tableau quand ils vont à l'école. Quand on leur donne des textes, s'ils n'ont pas de correction, ils ne peuvent pas lire les textes pour pouvoir composer à l'école. Donc, voici les vrais problèmes de santé des personnes atteintes d'albinisme. Monsieur Coulibaly, on a le sentiment qu'aujourd'hui, de plus en plus, les albinos ont accès aux différents traitements. Oui. Et aujourd'hui, comme l'a dit le professeur, je pense que avec les sensibilisations, avec les plaidoyers, les albinos ont bénéficié d'un certain nombre de traitements. Par exemple, déjà avec mon organisation, nous avons eu quand même à faire beaucoup d'activités où on a eu quand même à soutenir des personnes atteintes d'albinisme. Aujourd'hui, peut-être que je dirais, avec l'avènement du projet, déjà les albinos sont en train d'être soulagés. Voilà, je crois qu'il y a quand même beaucoup de lueurs d'espoir. Et la condition de vie s'améliore. S'améliore. Aujourd'hui, on rencontre dans tous les secteurs d'activité les personnes atteintes d'albinisme. Au niveau des acteurs, des musiciens, des plasticiens, et des architectes, et aussi
plein d'activités. Dans le milieu médical même. Voilà, même au niveau même, il y a des médecins même, personnes atteintes d'albinisme. D'accord. Voilà, des infirmiers, des aides-soignants, tout ça là. Bon, je pense que la situation est en train de s'améliorer. Mais je dirais que il y a beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire, on en parlera. Mais professeur, quel est le traitement qu'on apporte, le traitement médical qu'on apporte donc aux personnes souffrant d'albinisme? Bon, le traitement médical qu'on peut administrer, comme tous les êtres humains, l'albinos, la personne atteinte d'albinisme peut faire un paludisme, avoir une appendicite et autres. Mais sur le plan de la peau, ce qui nous concerne, c'est d'abord la prévention. La prévention des cancers cutanés. Pourquoi? Parce que les gens ont tendance à penser que quand on est albinos, on va nous laver avec du lait de vache et du bonnet rouge et autres, et ça protège, et qu'il ne faut pas manger du soumla, de la sauce graine, sauce arachide, tout ça. Ce sont des préjugés qui n'ont pas leur place actuellement dans la prise en charge des personnes atteintes d'albinisme. Donc pour moi, je dis, le réel problème des albinos, l'ennemi numéro 1 des albinos, c'est le soleil. C'est le soleil. C'est le soleil. Comment prévenir les cancers du soleil? Pour les prévenir, il faut éviter que l'albinos s'expose au soleil. D'accord. Si on a fait ça, le pari est gagné. Pourquoi? Parce que c'est le soleil, comme ils n'ont pas de mélanine pour les protéger, qui fait que le soleil, en s'exposant au soleil, c'est pour ça les zones découvertes font des cancers de la peau. Ils n'ont pas de protection, donc les rayons de soleil agressent. Voilà. Et donc transforment les cellules en cellules malignes. Donc en faisant cette protection-là, on le assure. Donc la protection, elle est d'abord vestimentaire. Chapeau à bord large, parapluie, chemise manche longue. D'accord. Et ça, c'est très important et c'est primordial. Parce que s'ils ne font pas ça, que ces jeunes filles qui voient leurs camarades avec des petits bras, qui sont en train de marcher dans la rue sur le soleil, si elle fait ça, à 15 ans, ces enfants vont faire des cancers de la peau. Ce qu'il faut éviter absolument. Parce que tel que je vous ai décrit, lorsqu'il y a le cancer, si on ne prend pas ça en charge rapidement, c'est la catastrophe, c'est la mort assurée. Voilà. Deuxième protection, la protection par crème solaire. Il y a des produits, des écrans solaires qu'on utilise quand on sait qu'on va sortir au soleil, puisque on ne peut pas couvrir toute sa peau. On applique ces crèmes solaires-là dans le visage, sur les oreilles, dans le cou, dans la poitrine, les parties qui sont découvertes, les mains. Et au soleil, quand on reste pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, il faut réappliquer encore parce qu'on transpire et cette protection va partir avec la transpiration. Il faut remettre encore une autre. Alors là, ça c'est fastidieux parce qu'à tout moment, à chaque 2 heures, non, il faut avoir la crème sur soi. Dans son sac. C'est juste mettre dans sa main et puis passer un peu les parties visibles. Si c'est une femme, c'est les parties visibles. C'est pas une pommade pour lisser sa peau, non. Les hommes également utilisent cette crème? Oui, tout le monde. Donc, ça c'est au niveau de la protection. Bien sûr, les lunettes fumées pour protéger les yeux aussi, parce qu'ils ont une photophobie, c'est-à-dire qu'ils ne supportent pas les rayons du soleil dans les yeux. Donc, il faut des lunettes de protection. Mais ce sont des lunettes qui sont, je vais dire, sur prescription médicale, non? Non, même pour les lunettes solaires, on va à la plage, on porte pour éviter que le soleil... Maintenant, sur le plan médical, les ordonnances, ça, quand on va aborder le projet Albi, je vais en parler, on corrige la vue et en prescrivant des lunettes. Oui, je voudrais déjà qu'on en parle, parce que là, comme l'a dit M. Koulibaly, de plus en plus, donc, les albinos
intègrent donc la société parce qu'ils ont un meilleur confort de vie grâce donc aux efforts du projet Albi Ivoire. Vous apportez donc de la crème, vous mettez à disposition donc pas mal de moyens pour soulager donc ces personnes. Alors, parlez-nous un peu de ce projet et de ce que ça apporte aujourd'hui à ces personnes. Merci. En parlant du projet Albi Ivoire, je voudrais ici dire merci à la Fondation Pierre Femme qui finance les activités de notre ONG, le Secours médico-social ivoirien, qui pilote ce projet. Et je suis le directeur du projet Albi Ivoire, parce que la Fondation Pierre Fabre a vu l'utilité d'aider ces personnes atteintes d'albinisme à se prendre elles-mêmes en charge, en finançant d'abord les lunettes, la prescription des lunettes. Et donc, on a un équipement de consultation ophtalmo. Quand on va en mission foraine, on va avec tout cet équipement-là et les consultations des yeux de tous les albinos qu'on voit. Et hier, pas plus tard que hier, notre première consultation qui a eu lieu à Abidjan, on a procédé à la distribution de ces lunettes-là. Gratuitement? Gratuitement. D'accord. Et ça va continuer comme ça avec le projet? Sur les 5 ans qui nous ont été accordés. Ok, d'accord. À côté de ça, on a la prise en charge des problèmes dermatologiques. En plus des crèmes solaires, on va fabriquer 50 000 pots de crème solaire qu'on va distribuer aux personnes atteintes d'albinisme pour se protéger la peau. On peut donc saluer le projet. Voilà. Oui. D'accord. Et le projet aussi donne des polos manches longues, des parapluies, des chapeaux bob qui couvrent les oreilles et tout. Et donc, c'est un projet ambitieux sur 5 ans. Et sur le plan médical, il y a souvent des taches noires qui sont sur leur peau. On prend en charge ces taches noires. Et au cours des consultations de dépistage précoce des cancers, parce que quand on découvre ces cancers précocement, on les opère. Sur le plan chirurgical, on prend en charge. Et donc, on opère. Et ensuite, on assure une bonne prise en charge médicale, dermatologique et ophtalmologique aux personnes atteintes d'albinisme. Alors, mais est-ce que pour les 6 000, on a estimé depuis 2014 à 10 000, vous l'avez dit, certainement dans la réalité, est-ce que ces 10 000 personnes souffrant d'albinisme peuvent bénéficier de tous ces services qu'offre ce projet? Bon, on sait que le projet ne peut pas atteindre 100% des personnes atteintes d'albinisme en Côte d'Ivoire. Donc, nos estimations, on a dit que si on pouvait toucher la moitié de ces personnes-là, donc autour de 3 000 personnes, on a déjà atteint nos objectifs. Donc, c'est 3 000 albinos que nous visons. Mais déjà, depuis 1 an que le projet a démarré, je vous assure que je pense qu'on va dépasser ces 3 000 personnes atteintes d'albinisme qu'on prendra en charge. Et je pense que le bailleur comprendra et nous mettra à notre disposition encore des moyens pour Allez, continuer. assez rapidement, est-ce que vous avez pensé aux autres pays africains? Parce que c'est un projet ambitieux qu'il faudra faire bénéficier aux autres pays. C'est pour ça que j'ai dit merci à la Fondation, parce qu'en fait, le projet est implanté au Mali, au Burkina Faso, et au Togo. D'accord. Et en Tanzanie aussi, ils agissent là-bas. Donc la Fondation Pierre Fabre fait beaucoup pour les albinos en Afrique. On leur dit merci au passage. On va terminer rapidement, M. Koulibaly. Oui, alors, comment est-ce que vous voyez donc l'avenir de la lutte pour le bien-être des albinos en Côte d'Ivoire et certainement dans la sous-région? Oui, mais l'avenir, je pense qu'en Côte d'Ivoire, je dirais la Côte d'Ivoire, l'avenir est prometteur. Et puis c'est favorable. D'accord. Voilà, c'est favorable parce qu'on se dit avec les accompagnements, je pense que c'est favorable. D'accord. Dans la sous-région, l'Afrique aussi, on se bat avec, bien entendu, qu'on se connaît très bien partout. Je crois que, avec les autres organisations d'albinos des autres pays. Moi, j'ai eu la chance d'être le président de la fédération des associations des personnes atteintes de l'Afrique de l'Ouest. Wow. Voilà, FATAO, dont j'ai été quand même président pendant, je crois, 2 ans, je suis encore président. D'accord, voilà. D'accord. Alors, rapidement, quelque chose à ajouter pour terminer, le temps qui nous est imparti. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devait dire qu'on n'a pas dit? Juste dire que le regard
de vous et moi et de la population sur les albinos doit changer. Il faut qu'on change de regard pour que on ne regarde pas la personne atteinte d'albinisme comme un objet ou bien un extraterrestre ou bien même un génie ou quoi. Qu'on sache que c'est un humain comme nous tous et ce qu'on peut faire pour ces personnes-là, qu'on le fasse pour que leur intégration au sein de la population. En tout cas, on retient que l'albinisme donc n'est pas une fatalité. Merci infiniment à vous, professeur Kanga Kwame. Je rappelle que vous êtes maître de conférence agrégé, dermatochirurgien et directeur du projet Albi-Ivoire. Merci infiniment. Merci également à vous, monsieur Koulibaly Mamidou. Vous êtes le président fondateur de l'ONG BEDACI, qui signifie donc bien-être des albinos en Côte d'Ivoire. Merci donc pour toutes ces informations et on aura plaisir à vous retrouver sur ce même plateau pour aborder d'autres aspects de la question. Merci. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé réalisé par Stéphane Chaptet, Fares Akora et Michel Yao. Merci à vous pour l'intérêt que vous accordez à cette émission et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Medi 1.